La proclamation des résultats d'une élection présidentielle est généralement suivie immédiatement par un afflux de déclarations de félicitations adressées au président élu selon les usages diplomatiques. C'est un pays ami et frère du Cameroun à l'instar du Gabon, de la République centrafricaine, de la République de Guinée équatoriale, du Tchad et du Maroc ont fait preuve d'élégance diplomatique en félicitant dans des termes chaleureux le président réélu, son Excellence Paul Biya. L'Union européenne et la France, voulant respecter ce principe, ont rendu public des déclarations en rapport avec la réélection du président Paul Biya, dans lesquelles les propos de félicitations sont introuvables. Très chers internautes, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous suivez et bienvenue dans cette édition spéciale où nous retrouvons le président Bandakani pour l'analyse et le décryptage des méthodes de l'Union européenne et de la France pour déstabiliser le Cameroun. Président Bandakani, bonjour, bonsoir et merci d'avoir répondu présent encore à ce rendez-vous très important pour vous, pour nous et pour le monde. Bonsoir, bon après-midi, Madame Bedjengalem. Je voudrais saluer votre co-intervieweur, c'est la tradition. Je lui laisserai l'honneur de se présenter lui-même. Je salue les internautes. Je cesserai de leur dire merci pour leur fidélité et leur engagement. À nos côtés, dans le cadre de cette aventure numérique exaltante au regard des objectifs et des buts que nous nous sommes fixés, dans le cadre du démarrage, du lancement de notre projet numérique. Je salue nos abonnés. Ils ne cessent pas de grandir sans aucune stratégie de boostage. C'est naturel. Et puis, je voulais les remercier pour la confiance qu'ils nous font. J'ai une pensée pour tous ceux et toutes celles qui, de près ou de loin, participent, contribuent, de quelque manière que ce soit, à l'avancée de nos plateformes numériques, à leur maintien, à leur consolidation. Je leur dis merci. Je salue toute l'équipe technique qui fait feu de tout bois pour que nous gardions un certain standard en faisant des progrès conformément aux moyens que nous disposons. Donc on a un certain confort technique grâce à leur génie, à leur sagacité. Je ne voudrais pas commencer l'émission sans avoir la pensée pour eux, nos équipes techniques. Et à vous-même, je vous salue particulièrement et je vous dis merci pour la mutuelle échange extrêmement enrichissante que nous allons avoir sur le sujet que vous avez voulu mettre sur la table. Merci beaucoup à vous, Président Bandakani, parce que nous profitons de votre patriotisme, nous profitons de votre avant-gardisme, nous profitons de l'idéologie panafricaniste que vous prônez et vous veillez grâce à ça sur le Cameroun que vous avez déclaré être en guerre depuis le début de cette période électorale et vous êtes resté constant jusqu'à aujourd'hui. Nous voyons comment vous veillez sur le Cameroun en dénonçant, en démontrant et en exposant les menaces qui pèsent sur notre très cher beau pays. Président Bandakani, permettez-moi... Ça se fait. Il y a un prix à payer. Hein. C'est l'occasion de rappeler encore toutes les menaces qui pèsent sur nous. On est beaucoup menacés. Les édifices du UNMP ont été attaqués. Nos plaques d'adressage ont été violemment attaquées. Et nous sommes menacés au quotidien, des coups de fil, etc. Donc, autant vous êtes heureuse du travail que nous faisons, n'oubliez pas qu'il y en a beaucoup qui sont très énervés, qui souhaitent que ce travail s'arrête, y compris en utilisant des méthodes extra-politiques, des méthodes qui n'ont rien à voir avec le combat politique. J'ai une pensée pour cela, pour tous ceux qui nous détestent, pour tous ceux qui souhaitent notre mort, notre perte. J'ai une pensée pour eux cet après-midi, en disant que bon, nous on prend acte de tout ce que vous faites pour nous faire taire. Nous on ne fera pas comme vous. Et nous on ne souhaitera pas que ça vous arrive. Voilà, les méthodes que vous employez pour gérer les contradictions, pour gérer les désaccords politiques et stratégiques. Voilà, c'est important de le dire.
D'accord, Président Vandekani. Si vous permettez, Président, d'habitude, ce rendez-vous nous rassemble avec nos internautes, mais aujourd'hui, exceptionnellement, au vu de l'actualité camerounaise, vous avez décidé, et nous avec vous, de privilégier la nation, et aussi, nos internautes ne sont pas lésés. Nous aurons le temps de revenir sur les questions qu'ils ont envoyées. Nous ferons une émission comme à l'habitude pour garder notre rendez-vous chaleureux. Donc, chers internautes, permettez-nous pour une fois de faire un entorse à notre rendez-vous habituel, hebdomadaire face aux internautes. Président Vandekani, sur le plateau. Ils vont comprendre. Déjà qu'ils ont aussi souhaité cette émission, il faut le souligner. Président Vandekani, aujourd'hui je suis accompagné de M. Jules Constant Bouyamousso pour le déroulement de cette interview. Très cher frère, bonsoir. Bonsoir Madame Charlotte Idjengele, très honoré une fois de plus d'être à vos côtés pour animer l'émission de ce soir face à M. Vandekani, président national du nouveau mouvement populaire et qui est également pionnier du renouveau panafricaniste. Monsieur le Président, moi aussi je vous adresse un bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue une fois de plus sur ce plateau. Je suis content de me retrouver à côté de vous, avec vous, en face de vous, dans le cadre de cette émission spéciale face aux internautes. Elle est spéciale, mais c'est toujours face aux internautes. Elle est spéciale, je suis très content de vous retrouver. Ça fait plaisir. On est au front, le combat, comme on dit, bat son plein. Et nous, on fait ce qu'on a à faire. Très évidemment, faisons ce que nous avons à faire. Monsieur le Président, le Cameroun est sorti d'une élection présidentielle tout récemment au travers de la proclamation des résultats via le Conseil constitutionnel. C'était le 27 lundi passé. Et à la suite, le candidat malheureux de cette élection, M. Issa Chiroma Bakary, a appelé ses partisans à descendre dans la rue et à manifester, entre guillemets, pour le changement pacifique au Cameroun. Et à la suite, beaucoup de missions diplomatiques, en l'occurrence certains partenaires du Cameroun, certains pays de la sous-région Afrique centrale, se sont empressés de féliciter le chef de l'État réélu, M. Paul Biya, à la tête du Cameroun. Mais alors, nous attendions également la réaction de certaines missions diplomatiques étrangères, en l'occurrence celle de la France et de l'Union européenne, qui, eux, ont pondu des communiqués ou alors des déclarations dans lesquelles ne figurent pas des félicitations de manière publique à l'endroit du président réélu, M. Paul Biya. Et dès lors, nous nous sommes interrogés, nous sommes curieux de savoir pourquoi la France, l'Union européenne, d'abord ne félicite pas la réélection de M. Paul Biya, mais s'empresse à prendre part ou alors à prendre parti pour tous ceux-là qui ont été arrêtés dans le cadre des manifestations qui ont débordé dans des formes d'actes de terrorisme. Comment comprendre cette sortie de l'Union européenne, de la France, tout récemment, Monsieur le Président? Bon, moi, il y a à chacun ses références. Nous avons nos références. Et nos références ne sont pas simplement des références de façade ou bien des références d'opinion, mais ce sont des références qui se sont constituées en prenant en compte un ensemble de traditions, un ensemble de faits historiques qui ont intégré les usages et les coutumes diplomatiques universellement consacrés. Les pays africains, le Cameroun avec, ont été embarqués dans des aventures diplomatiques. C'est une forme coloniale. On a signé des conventions, la fameuse convention de Vienne, pour ne citer que ça. On a signé ça comme on a signé d'autres accords ou autres traités, sans avoir le choix. Sans avoir le choix. On ratifie, parce que c'était un phénomène de mode. Hein. On était devenu indépendant dans le cadre d'une organisation de relations internationales totalement dominée par l'Occident.
on prenait pour agent comptant la bonne foi de ces relations internationales telles qu'elles étaient stipulées dans tout leur agencement institutionnel, dans tout leur corpus juridique. Donc, on est tellement naïf qu'on a cru à la bonne foi. On n'a même pas réfléchi. On est devenu indépendant. Il n'y a pas mieux à faire. Il n'y a pas d'autre horizon en termes d'idées, de conception, d'arrangement pour ce qui concerne les relations internationales, que ce qu'on avait sous la main, à savoir ce que l'Occident nous proposait. Voilà, il y a la Convention de Vienne, on signe. Voilà, il y a l'ONU, on signe. Voilà, il y a telle convention internationale, on a signé sans même savoir. On n'a pas eu le temps de savoir. Et notre rôle historique dans la matière a été d'apprendre à bien respecter les conventions internationales. Apprendre à les connaître. Apprendre à les connaître. Vraiment, on était de grands diplomates quand on faisait ce qui était désigné comme étant ce qu'il faut faire dans le cadre de ces conventions. Mais dès qu'on a commencé à mûrir, et commencer à décrypter la réalité de ces relations internationales, l'Occident s'est arrangé à ne plus les respecter. Comment l'Occident a commencé à faire? Et ça, c'est un peu... il y a plusieurs phases, hein. Il y a plusieurs phases dans ce que j'appellerais le dénudement des relations internationales. Et dénuder ces relations-là de l'apparence de sainteté, c'est pas qu'elles ont longtemps revêtues. Il y a plusieurs phases. Parce que, je vous ai dit, la première phase pour les pays africains, ça a été de montrer au monde entier qu'on était devenu indépendant, apprendre à s'habiller, à porter les costumes, les redingotes, apprendre à faire la diplomatie. Et vraiment, comme ils sont venus implanter l'école chez nous, on a appris à lire, à écrire, Mamadou Bineta, tout ça. Après tout ça, la deuxième phase, évidemment, ça a été de gérer la guerre froide. La guerre froide, qui a mis à mal, bref, qui a plongé les relations internationales dans la réalité de la guerre froide, à savoir que l'idéologie primait sur le droit, et que le droit n'existait que si les puissances et les deux blocs acceptaient de le respecter. Quand ce n'était pas le cas, le droit international était devenu pratiquement le garçon de course, était domestiqué par les rapports de force qui ont présidé durant la guerre froide. Quand on sort de là, c'est très intéressant, il y a des chamboulements géopolitiques à l'horizon. Comme d'habitude, les priorités géopolitiques vont prendre le pas sur la réalité du droit international. Et on va être confronté à la réalité de ce droit, son caractère de jungle, une jungle, le niveau, la réalité violente du droit international. Ça va se caractériser par la volonté des puissances, la puissance américaine, de brandir une hyperpuissance incontestée. On appelait ça la domination américaine après la chute du mur de Berlin. Et on a tout vu. À partir de ce moment que l'Occident collectif a commencé à détricoter le droit international en faisant de celui-ci un adjuvant ou un relais de la puissance. Un relais de la puissance. C'est ça les guerres en Irak, c'est ça les conflits dans le Koweït, c'est ça la Yougoslavie, c'est ça la Côte d'Ivoire, c'est ça la Libye. Bref, il y a énormément de cas, on ne peut citer. On a vu très bien que l'Occident, désormais, lui-même, est en train de détricoter le droit international pour le réduire à un paravent. À un paravent, n'est-ce pas, devant couvrir l'hégémonie occidentale, devant couvrir les aventures occidentales, devant couvrir la violence sauvage, n'est-ce pas, de la prédation occidentale. Ça a duré comme ça, on peut dire comme ça, jusqu'à l'émergence des BRICS, mais surtout l'opération spéciale militaire du président Poutine en Ukraine, qui va coïncider avec quelque chose d'extraordinaire en Afrique, la montée en puissance du renouveau panafricaniste, qui justement va être l'écho, va porter, n'est-ce pas, l'écho des conséquences de ce dérèglement
des relations internationales au niveau africain. C'est comme ça que les panafricanistes ont commencé à présenter au monde entier et aux Africains la vraie réalité du droit international. Le 2 poids 2 mesures dont fait preuve. C'est même plus que 2 poids 2 mesures, c'est qu'ils ont carrément décloté. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de droit international. Parce qu'à partir du moment où il y a droit international quand l'intérêt de l'Occident coïncide avec ce droit. Mais quand l'Occident est menacé, il est incapable de se mettre à son propre droit qu'il a élaboré, son vrai visage apparaît, il est sauvage, il est violent, il est brutal, comme pendant la colonisation, comme pendant l'esclavage. Donc c'est ça que les panafricanistes ont repris pour montrer à toute l'Afrique, au monde entier, qu'en réalité on était entré dans une ère où le droit international était devenu très gênant pour les Occidentaux. Si bien que ces derniers voulaient nous ramener à l'époque du 18e, 19e siècle, où il n'y a pas de droit international, qui était autre chose que les arrangements entre les pays occidentaux. Il est important de rappeler ce contexte-là pour comprendre ce qui est en train de se passer. Donc, Président Madakani, selon vous, ce n'est pas de façon anodine, ce n'est pas d'une façon, d'un oubli quelconque que la France a fait preuve dans ce contexte? Non, la réalité c'est que depuis que le mouvement panafricaniste est devenu puissant sur le continent et au niveau des États, cela s'est concrétisé par l'avènement des États de l'AES, qui se sont inscrits dans le champ des relations internationales d'une manière panafricaniste ou panafricanisante, à savoir désormais que le droit international ne devait pas remettre en cause la souveraineté des États africains. Le droit international devait être le droit international, à savoir que si on prend la base des Nations Unies, c'est basé sur l'égalité souveraine des nations et le respect strict de la souveraineté égale des nations. Il faut bien comprendre ça. Donc du coup, les États, les Occidentaux se sont retrouvés dans une situation où n'est-ce pas, ils étaient coincés dans leur hypocrisie, à savoir continuer à incarner le respect des droits internationaux, mais en même temps manifester la nature, à savoir les maîtres de la prédation internationale, c'est-à-dire violer ouvertement la souveraineté des États, organiser leur déstabilisation, etc., créer du chaos dans des contrées, etc. Donc, on se retrouve dans cette situation. C'est-à-dire que, pour ne pas m'éloigner du sujet, c'est-à-dire que, imaginez que l'Union européenne ait décidé de féliciter l'État camerounais. Imaginez que la France ait décidé de féliciter l'État camerounais. Quelle aurait été la réaction des gens? Ils vous auraient dit, voilà, on a toujours dit ça, vraiment, vous avez vu, les Occidentaux le soutiennent, c'est un pion de la France, le Cameroun a tout. Dans tous les le blablabla qu'on connaît. On y reviendra même. Oui, le blablabla qu'on connaît. Mais ils ne peuvent pas féliciter. Parce que dans le contexte actuel, féliciter veut dire que vous êtes en accord avec nous. Féliciter veut dire que l'État en question est en bon terme avec eux. Surtout que les intérêts de la France sont encore garantis. Oui, ça veut dire, en tout cas, dans le contexte actuel, les félicitations que l'Union européenne adresse à un chef d'État en Afrique sont conditionnées par la nature des relations de l'Union européenne et de la France avec les dirigeants de ce pays-là, cet État. Quand les relations sont bonnes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand votre action ne nuit pas aux intérêts de l'Union européenne et de la France, les félicitations sont chaleureuses. Elles sont chaleureuses. Quand ce n'est pas le cas, vous avez ce type de discours. Donc ce que je veux démontrer, c'est quoi? C'est que la sortie de l'Union européenne et de la France démontre une seule chose. Leurs relations ne sont pas bonnes avec le Cameroun. Ça veut dire que le régime de Yaoundé a des intérêts désormais antagonistes avec l'Union européenne et la France. C'est le premier constat simple qu'il faut faire. Tout à l'heure, on va entrer dans le détail. C'est ça qu'il faut faire. Donc, la non-félicitation, ça nous réjouit. Moi, je suis content. Parce que nous sommes de ceux qui pensons que les félicitations venant de l'Union européenne et de la France ont longtemps participé d'une grande hypocrisie diplomatique qui masquait la cruauté de nos relations avec les pays occidentaux. Pendant qu'on te félicitait, les félicitations masquaient la cruauté réelle de ces relations-là. Parce qu'on félicite un dirigeant parce qu'il est invalide. Parce qu'on peut faire dans son pays ce qu'on veut. Parce qu'on peut maîtriser son peuple et que lui, il n'ouvre pas sa bouche, il ne dit rien à cause du rapport de force, à cause de l'édifice, n'est-ce pas,
diplomatiques et géopolitiques qui a longtemps normé nos relations avec ces pays occidentaux, c'est la grande hypocrisie. Donc, le premier pas d'évolution, c'est d'en finir avec ça. D'accord. Et ça, ce sont les conséquences directes du combat panafricaniste que nous avons mené. En finir avec l'hypocrisie. Un. Deux. Deuxièmement, que chaque État assume de défendre ses intérêts, de défendre son peuple, de défendre ses principes. À son deuxième pas. Et à ce niveau, il n'est pas possible que dans ce type de situation, l'Union européenne continue à féliciter. La France félicite. Non, ils vont faire comme ils sont en train de le faire là. Ils sont obligés de dire. On dit, nous notons. Nous notons. Nous notons. Alors, on ne s'arrête pas à nous notons. C'est dans le détail des déclarations que vous allez voir l'amertume, la fureur contenue, la gêne. Évidemment, comment masquer derrière les mots que nous allons, les phrases que nous allons décrypter. Donc pour moi, pour ce qui nous concerne, on est content. On est content. D'ailleurs, je rappelle que j'avais déjà dit il y a quelques mois que les relations entre le Cameroun, l'Union européenne, d'une part, Cameroun et la France, étaient au bord de la rupture. Vous vous souvenez? Bien sûr. Je vous avais dit ça. Donc les évolutions faisant, on commence à arriver à la brutalité de ces rapports-là qui ont longtemps été masqués par l'hypocrisie diplomatique. On arrive à un niveau où il n'y aura plus d'hypocrisie diplomatique. C'est là où on est là. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que tous ceux et toutes celles qui ont voulu masquer leur aventure criminelle contre le Cameroun, qui ont voulu masquer leurs allégeances à la France, aux Occidentaux, n'est-ce pas, en faisant croire que non, nous on est vraiment, on a fait allégeance aux Occidentaux parce que Paul Biya lui-même c'est un pion. C'est un pion des Français. C'est un pion des Occidentaux. Ils ont longtemps voulu masquer le caractère extrêmement criminel, et tout à l'heure je vais démontrer ça, de leur allégeance à la France et à l'Union européenne pour déstabiliser le Cameroun. Je parle de M. Tchoroma, de toute cette galaxie qui est à l'œuvre à l'heure actuelle. Ils ont longtemps voulu masquer leur criminalité en disant que, ben, comment, si l'autre est un valet, vous n'allez pas nous reprocher, nous, d'être les valets. Nous sommes valets parce que l'autre est valet. Ce qui n'a aucun sens. Aucun sens. Nous sommes valets parce que l'autre est valet. Mais bien, Madame Djengelé, si on reste dans leur logique à l'heure actuelle, qui est valet? Un. Deux. Qui est plus valet que qui? Ce sont eux, les vrais valets. Et leur maître vient de parler. Et le communiqué de leur maître se passe de commentaires. Monsieur le Président, j'aimerais vous relancer toujours sur cette question. Vous avez dit tout à l'heure que le communiqué ou alors les déclarations de l'Union européenne ou alors de la France sont le signe de la nature des relations antagonistes qui existent à l'heure même entre le Cameroun et ces derniers. Monsieur le Président, si donc le résultat de l'élection présidentielle ne satisfait pas la France et l'Union européenne au regard du communiqué qu'ils ont pondu, est-ce la preuve que, perdant sur le terrain politique, ils essaient de rebondir sur le terrain diplomatique? Je ne sais pas si vous appelez ça rebondissement sur le terrain diplomatique, mais la nature des communiqués sont là. Tout à l'heure, on va entrer à l'intérieur, je pense. Nous sommes d'abord toujours sur la forme. La nature des communiqués, je ne sais pas ce qu'ils répondent. Il n'y a pas de rebondissement, ils sont dans leur logique. Ces deux communiqués, ces deux sorties partent de la logique même de l'Union européenne et de la France. La ressemblance des communiqués se passe de commentaires. On dirait que ça a été écrit le même jour dans un même bureau, à quelques détails près. Donc, ça veut dire qu'ils sont dans leur logique. C'est une logique de se mettre à barrer la voie à toute dynamique d'émancipation des pays africains. Ils sont dans une logique de nous maintenir dans des rapports coloniaux, dans des rapports de domination. Et cette ambition, ce projet de nous maintenir, de nous recoloniser, est actualisé et aggravé par un contexte géopolitique qui est marqué par la décadence inexorable de la France et de l'Union européenne en termes d'influence, en termes de capacité à imposer désormais le desiderata aux différents États. C'est très bien, il faut bien voir ça. Madame Ursula von Leyen, on est très poli aujourd'hui parce qu'elle ne mérite même pas qu'on l'appelle madame. On est très poli, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Cette dame-là, quand elle va en Chine, on la reçoit, elle est dans un bus. Et elle est reçue par quelqu'un qui n'est même pas l'équivalent d'un, je sais pas quoi, d'un préfet ici. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Elle ne vaut rien. Elle ne vaut absolument rien. Je ne parle même pas au-delà par rapport à ce qu'elle dégage en tant qu'individu, ce qu'elle est. Donc, ça veut vous dire dans quelle situation, en termes de rapport de force, en termes
d'influence internationale, la France et l'Europe se trouvent aujourd'hui. Donc du coup, ils sont aux abois, ils sont nerveux, ils sont sauvages. Ils retrouvent la sauvagerie des temps coloniaux. Ils retrouvent la sauvagerie des temps esclavagistes. On a beau masquer ça derrière le Parlement de la démocratie et des droits de l'homme, mais c'est d'une brutalité inouïe. Le Cameroun vit ça. On y reviendra parce que le terrorisme que le pays a subi ces derniers jours porte la marque de l'Union européenne et de la France. Je répète, tout ce que le Cameroun a vécu de nos jours, ces jours-ci, porte la marque de la France et de l'Union européenne. Ils auraient dû se taire, mais ils viennent de l'avouer. Quand on entrera, c'est un aveu. Ils viennent d'avouer que ce sont eux qui sont à la manœuvre, ce sont eux les donneurs d'ordre. C'est assez suffisant pour entraîner la rupture des relations diplomatiques. On y reviendra. D'accord, Président Bandakani. C'est notre point de vue. Hein. De votre point de vue, déjà nous allons aller de l'entame à la fin pour voir et faire ressortir la culpabilité, si je peux le dire comme ça, de la France dans tout ce qui est en train d'arriver au Cameroun actuellement. Président Bandakani, comme vous avez annoncé au début, les déclarations de la France et de l'Union européenne présentent des similitudes, déjà même à l'entame. Les deux acteurs internationaux, à l'entame de leur déclaration, ont dit prendre note de la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats de l'élection présidentielle du 12 octobre. Président Bandakani, de prime abord, avant d'entrer dans le fond même de leur déclaration, quelle est votre analyse politique? Qu'est-ce que ça veut dire politiquement et de façon diplomatique, cette formule de commencer des propos, cette formule de s'adresser après une élection présidentielle à un président et à un pays, de dire on prend note de la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Parce qu'ils ne peuvent pas féliciter, c'est tout. Parce que ça diplomatique, c'est une formule diplomatique qui ne veut rien dire. Du point de vue de la lettre, si on reste dans la lettre, mais quand on connaît un peu les usages, quand on va au-delà de ce qu'on voit, quand ça les arrange, on félicite. Chaleureusement. Mais là, on ne félicite pas, on est froid. On dit, ça ne sert pas nos intérêts. Mais, en même temps, nos actions souterraines, nos actions informelles, nos actions en arrière-plan n'arrivent pas à nous donner les résultats qu'on attend. Pour l'instant, donc, on fait avec. Mais on va continuer à agir. On va continuer à agir pour arriver à une situation où nous, on pourra féliciter. Par exemple, celui que nous aura placé au pouvoir. Ou bien, on va féliciter parce que les pressions que nous aurons exercées nous auront permis d'obtenir un ensemble de choses. Nous sommes là dans la diplomatie, dans la tradition typique de la diplomatie occidentale. C'est-à-dire qu'il y a une façade, on est avec vous, vous êtes en costume, vous faites des toasts, vous souriez, vous vous embrassez, pendant qu'on le fait derrière. Derrière, on a allumé une rébellion chez vous, on est en train de mettre le feu dans votre maison, c'est pendant qu'on rit avec vous, et pendant qu'on rit, on traîne les toasts, en disant que, mais comment, tu es pas en train de voir que, mais parle bien. Donc, si vous résistez, on cesse de faire le toast. On ne rit plus. Et on devient froid. On devient froid, et on passe à une vitesse supérieure. Donc il faut bien, on est dans le registre-là. C'est dans ça que nous nous trouvons actuellement avec cette puissance-là. Ils ont tout fait pour renverser le président. Ils ont créé au Cameroun un chaos. Un chaos total, c'est ça Boko Haram, c'est ça les crises du Nozo. Ils savaient qu'à cette élection, ils ont tout mis en œuvre pour que le président patriarche ne passe pas. On a observé le comportement des médias, comme le média mainstream qu'on ne va pas donner l'honneur de citer ici, qui a passé le temps à brandir l'âge du président Paul Biya comme un personnage cynique, un personnage malade, un personnage vieux qui ne peut plus assurer la responsabilité à la tête de notre pays. En fait, on a servi ce qu'ils appellent un storytelling. On appelle ça. Ils croient que c'est un gros mot, ils sont trop forts. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fabriqué le récit, comme le récit est déjà là, c'est la démocratie, c'est les droits de l'homme, c'est l'alternance démocratique de ce point de vue. Le crime par excellence au XXIe siècle, c'est d'autres pouvoirs en ayant l'âge du président, c'est la diabolisation de l'âge, il est vieux, c'est un crime absolu, et puis ses partisans,
Ces adversaires sont jeunes, même quand ils ont 80 ans, en montant, ils sont jeunes, ils sont divinisés, ils ont l'aura christique de ceux qui veulent imposer, qui portent la tendance, etc. Le dossier est là. Mais il n'y a plus que ça. Tout l'accompagnement qui a été fait aux adversaires du président sur le plan médiatique. Les médias français, les médias occidentaux les ont portés carrément, etc. Donc, il y a tout ça. Ça, c'est la guerre médiatique. Mais la guerre médiatique cache une autre guerre. Bien sûr. On est là en pleine globale. Elle cache une autre guerre. La guerre de ce que j'appelle de l'ensemble du système de l'ingénierie sociale. C'est-à-dire les mécanismes intégrés, bien coordonnés, qui permettent de renverser un président. À défaut de le renverser, de créer une situation où on l'oblige à négocier. Mais il doit expérimenter partout. Et le nouveau extrême, c'est l'Ukraine. C'était l'Ukraine, le Maïdan. Vous savez à quoi ça a abouti maintenant? Le Maïdan, là, c'est ça qui a abouti à ce qui s'appelle aujourd'hui la guerre en Ukraine. Mais que nous appelons opération militaire spéciale, parce que nous sommes d'accord avec la Russie sur cette terminologie-là. Donc, mais quand ce n'est pas le Maïdan, c'est la génération Z. Maximisation des potentialités numériques dans le cadre de la guerre numérique, qui débouche sur une révolution populaire et sur la chute des dirigeants qui, s'ils n'ont pas la chance, sont tués par les manifestants. On vous attrape, on vous tue, on a vu au Népal. À défaut du Népal, on a vu à Madagascar. Bon, je ne pleure pas sur le sort du vaurien de Madagascar, mais cette technologie-là, il est naïf de croire que c'était seulement pour ces pays-là. Non, c'est pour tous les pays. C'est un plan de reconquête de l'Occident, c'est un plan de recolonisation pour contrer la montée des BRICS et ce qu'on appelle le Sud global. Il ne faut pas oublier ça. Et ça a été dit, Macron l'a dit, c'est parce qu'on est naïf. Ça a été dit, ça a été clairement exposé. Naïf. Donc, voilà dans quelles conditions négocier avec vous. C'est-à-dire, on négocie avec vous, on fait la diplomatie avec vous, mais en ayant, en maximisant les gains qu'offre cette technologie, cette infrastructure qui permet de mettre les dirigeants sous pression, de les faire chanter, de les effrayer, de manière à ce qu'ils se soumettent. Très important. Je dis donc, ça passe par la guerre numérique, ça passe par la mobilisation d'influenceurs, ça passe par la structuration, mobilisation de ce qu'on appelle la société civile, ça passe par la création et la mise en branle des réseaux dormants de terroristes, qui sont structurés dans le pays en fonction de l'évolution des contradictions qui traversent ce pays, en fonction du niveau d'infiltration du pays par les Occidentaux et par les Occidentaux. Alors, comment on infiltre un pays? C'est la nature de vos agents économiques. Si vos hommes d'affaires sont tous de vauriens, s'ils sont une bourgeoisie comprador, vous êtes morts, c'est de l'infiltration. C'est-à-dire que si vous avez comme au Cameroun un truc qu'on appelle comme le GICAM, vous avez un truc comme ça, ce sont tous des agents. Parce que ce ne sont pas, ils ne sont pas ce ne sont pas des comment on dit ça, ce ne sont pas des acteurs économiques dignes de son nom, qui participent du relèvement économique du pays. Pour simplifier le langage. Ce sont des créations des maîtres de la néocolonie. Alors quand vous avez des gens comme ça, vous êtes déjà infiltrés. C'est très important. Vous avez un président au Cameroun qui a dit carrément qu'il faut que le patronat français vienne développer l'économie du Cameroun. Ça veut tout dire. M. Tawamba le dit, il n'a pas de problème, il est très heureux. Alors MEDEF, pour lui, c'est une consécration. C'est une consécration. Un type comme ça, vous avez... Voilà l'exemple d'infiltration économique. Vous avez l'infiltration administrative. C'est-à-dire que quand la France a dominé un pays, l'endocoloniat local, une bonne partie, sont les agents de la France. Ce sont les agents de la France. Ils sont infiltrés et ils travaillent pour la France. Le moment venu, on les utilise. Quand un pays a des problèmes économiques, que la vie est difficile, on va utiliser tous ces réseaux pour structurer ce qu'on appelle les réseaux dormants. Et là, on va mobiliser les solidarités géo-ethniques, c'est-à-dire la transfrontalité. On va utiliser parlons comme ça, on va instrumentaliser, pour bien préciser, des groupes ethniques qui ont une étendue transfrontalière, par exemple. On va se cacher derrière eux pour installer des réseaux dormants. Ça passe par ce que j'appelle vous les appelez les étrangers,
population étrangère qui s'installe chez vous. Ça peut être des réfugiés de guerre, mais ça peut être aussi des personnes qui cherchent, on dit ça, qui veulent survivre économiquement. Donc, c'est comme ça qu'on constitue les cellules dormantes. À la faveur d'une élection présidentielle, il est facile de les dynamiser. Et le Cameroun vit ça. C'est ce qu'on est en train de vivre. Mais pendant ce temps, on fait la diplomatie, on vous dit bonjour, portez les vestes, on invite les gens à l'ambassade, on te donne les toasts. Donc, c'est la réaction du Quai d'Orsay, la réaction de l'État français et de l'Union européenne sont la traduction directe d'un rapport de force qui n'est pas à leur avantage, hein, mais qu'ils entendent continuer à dynamiser pour que ça devienne à leur avantage, à défaut, les amener à sauvegarder leurs intérêts. On est dans un tel scénario. Voilà. Monsieur le Président, nous allons poursuivre toujours dans le cadre du décryptage de ces déclarations, en particulier de l'Union européenne. Monsieur le Président, toujours dans cette déclaration, nous sommes tombés sur un morceau choisi que nous voulons mettre à votre analyse. L'Union européenne dit ceci. Elle rappelle son partenariat avec le Cameroun de longue date et qui sont fondés sur l'accord de Samoa qui promeuvent les principes de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Et elle souligne l'engagement du Cameroun à respecter les libertés d'association, de réunion et d'expression, également consacrées par la Constitution du Cameroun. Monsieur le Président, tous ces oripeaux des droits de l'homme... J'aime le mot. Merci. Sont consacrés par la Constitution, effectivement, et il y a une loi, la loi de 90, qui consacre les libertés individuelles et collectives, notamment les manifestations, les droits de réunion et consorts, sont déjà consacrés à l'interne par les règlements du Cameroun. Mais comment comprendre que l'Union européenne utilise ces oripeaux, pourtant qui sont respectés au niveau intérieur par l'État du Cameroun, mais pour venir à la rescousse de tout cela qu'elle qualifie d'arrêter de manière arbitraire? D'abord, il y a une grande escroquerie. C'est laquelle? Cette escroquerie est fondamentale et déterminante en termes de nature de ces partenariats. Vous voyez encore une fois de plus comment nous sommes dans des rapports purement coloniaux. Nous sommes dans la continuité néocoloniale. Quand l'Union européenne... Nous ne sommes pas dans un partenariat, parce non, que il n'y a pas de partenariat. Non, il n'y a pas de partenariat entre la victime et son bourreau. Pourquoi? Il n'y a pas de partenariat entre le loup et les poules. Donc pour vous, c'est une... Vous pensez que le partenariat est possible entre le loup et les poules? Vous vous rendez compte que vous mettez un loup dans un poulailler, qu'est-ce qui va se passer? C'est de cela qu'il s'agit. Est-ce que les pays colonisés peuvent faire des partenariats avec les anciens tuteurs coloniaux, tout en restant des pays néocolonisés? Comment c'est possible? Laissez ce type de discours à tous ces Africains-là qui sont en réalité des petits sous-blancs, des petits sous-européens de service. Bon, ils sont diplômés, hein, ils sont experts en relations internationales, ils sont agrégés en relations internationales, ils sont professeurs en professorat, mais tout ça, ça ne vaut rien, ça n'a pas de sens. Il ne peut pas avoir de partenariat entre un ancien colonisé, une ancienne colonie, qui est néocolonisée avec son ancien tuteur colonial. C'est impossible. C'est impossible. Quelle est donc cette escroquerie dont vous Mais c'est que quand il vous dit que repose sur l'accord de Samoa, qui promet le blablabla que vous avez raconté là, mais il ne parle pas que ce partenariat est d'abord un partenariat économique. C'est un partenariat d'abord économique. Voilà. On est passé des accords de Lomé à ce qu'on appelle aujourd'hui les APE. Alors, quelle est la nature de ces APE? On ne vous le dit pas. C'est de tuer les économies africaines. C'est de consacrer des relations économiques, des pillages coloniaux. Puisque le principe, si vous faites des zones de libre-échange, c'est ça le principe, des zones de libre-échange, on voit mal comment des entreprises africaines sont en nature de concurrencer avec les mastodontes européennes qui ont de l'ancienneté dans la guerre économique. Mais
là où c'est encore même plus grave, c'est que, pour se moquer de nous, ils ont même produit ce qu'ils appellent les clauses de sauvegarde. Ça veut dire que, on vous dit que non, on va financer la mise à niveau de vos entreprises. Ça veut dire que c'est grave. Ça veut dire que l'Europe va financer l'émergence de concurrents africains aux entreprises européennes. Ça veut dire que c'est le comble du ridicule, quoi. C'est n'importe quoi. Donc vous voyez très bien que, mais l'Union européenne, quand elle parle, elle fait comme si non, on est là pour promouvoir les droits de l'homme, etc. Non, c'est un accord économique unique, dont le but est d'appauvrir vos populations. Je vais vous expliquer les secrets. C'est-à-dire, ces accords uniques en soi vont vous appauvrir, puisque quand vous éliminez les droits de douane, c'est le principe fondamental de l'APE, il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire que vous éliminez les droits de douane, vous tuez l'économie locale, par principe. Et vous contraignez d'être des gens qui importent ce qu'ils viennent vous vendre. Donc on inonde vos marchés de produits. Ça tue la capacité d'émergence d'une industrie locale. Et en même temps, on vous dit que non, vos produits peuvent aussi entrer dans l'Union européenne. Mais quels produits entrent dans l'Union européenne? Quels produits, madame? Ce sont des rentes. Les rentes. Or, les rentes, qui gère les rentes? Ce sont les mêmes pays aussi. C'est le colonna européen. Ces résidus-là, ce sont eux qui gèrent les rentes. C'est une gigantesque escroquerie. Alors, nos États, si on prend le cas du Cameroun, on est dans un partenariat entre guillemets avec l'Union européenne qui nous permet d'avoir autour de 1200 milliards, 1300 milliards, je ne sais pas, bon, c'est pas loin de tout ça. Mais ces exportations-là sont le fait des multinationales occidentales. Et ces 1200 milliards que l'État camerounais ramasse, peut-être en termes de taxes, en termes d'autres dérivés, etc., mais nous sommes donnés en monnaie de singe. Nous sommes donnés en monnaie de singe, le franc CFA. C'est une escroquerie. Donc, l'Union européenne ne parle pas de ça. C'est pas le visage qu'elle présente. Elle dit non, nos accords sont basés sur l'accord de Samoa qui promeut le principe de bonne gouvernance, de démocratie, de respect des droits de l'homme et d'état de droit. Bon, je pose une question. Si les accords économiques que vous signez à l'Union européenne ont pour but d'appauvrir vos populations, les rendre pauvres, en les appauvrissant, on sait ce qui va surgir. Bien sûr. Elles seront en colère. Elles seront en colère. Donc elles vont manifester, elles vont contester, elles vont vouloir renverser les États. Vous avez en face de vous une Union européenne qui vous dit que non, dans l'autre accord, nous promouvons, voici ce que vous êtes engagés à respecter les droits de l'homme, à faire ceci. Comment quelqu'un qui crée les conditions pour qu'il n'y ait aucun respect des droits de l'homme, et en même temps en face, celui qui en même temps juge de la qualité des droits de l'homme, alors que lui, dans son action, il crée les conditions pour qu'il n'en existe pas. On est dans une sorcellerie, on est dans un système de crapule, on est dans du banditisme diplomatique, on est dans quelque chose d'ignoble. D'ignoble. Ce partenariat pour nous, c'est un crime. Nous sommes clairs là-dedans. C'est un crime. Ben, comme nos États sont dans un rapport de force très complexe, ben, on est obligé de faire avec, sinon on vous ferme certains guichets. L'Union européenne, voilà. Toujours. Surtout que c'est souvent signé dans un contexte, et je pourrais appeler de monopolarité internationale. Bon, c'est encore plus grave. L'Union européenne poursuit toujours dans ses déclarations en parlant de sa vive préoccupation face à la répression violente des manifestants lors de la descente qu'ils ont effectuée après le résultat proclamé par le Conseil constitutionnel. Monsieur le Président, l'Union européenne également est une institution qui garantit les droits de l'homme dans son espace et également qui est fondée au regard des relations qu'elle entretient avec le Cameroun sur le plan diplomatique d'exprimer sa vive préoccupation. Est-ce que ce n'est pas normal? C'est normal, très normal. Si un loup fait du loup, c'est normal. Si une panthère fait la panthère, c'est normal. Est-ce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de violences qui ont été faites face aux manifestants? Quelle violence? Quelle violence? Selon le récit, il y a beaucoup qui ont été tués de manière arbitraire. Certains ont été arrêtés. Ah bon? Ok, très bien.
tuerie pour tuerie, remettons les faits dans leur contexte et restituons-les tels qu'ils sont. Pas comme tels que ces voyous l'entendent. Je dis bien ces voyous. Alors, dans quel pays au monde on a vu les forces de l'ordre se comporter comme ce qu'on a vu au Cameroun? Une horde de terroristes casse, brûle, pille, met une ville, met des villes du pays à feu et à sang. On a vu les forces de l'ordre les encadrer, se faire tout petit, essayer de les raisonner, etc. Donc, l'Union européenne est en train de nous dire qu'il fallait que les forces de l'ordre désertent les rues, encadrent les casseurs, leur donnent un coup de main même pour les aider à continuer à casser, à brûler et en s'en prendre aux innocents. Comme on l'a vu, les maisons des autorités ont été brûlées, la vie, ce qui s'est passé à Tchang avant les élections, où un recteur a pratiquement été pris en otage, c'était certainement pour lui donner du caviar et du bon café, au lait, certainement. L'enseignant venait pour faire ça, etc. Où des appels au meurtre, on va y revenir, sont relayés constamment par des soi-disant influenceurs protégés par l'Union européenne. Donc, ce qu'on demande à la police camerounaise, à nos forces de l'ordre, de faire ce que les policiers, les forces de maintien de l'ordre ne peuvent pas faire en Europe. J'y reviendrai, que ce soit en France, j'y reviendrai. C'est-à-dire qu'on a demandé à nos forces de maintien de l'ordre de faire le contraire de ce que font les FMO en Europe, dans la même situation. Surtout qu'on a vu les hommes en tenue se faire massacrer, président. Ben, ça te le dit. C'est-à-dire qu'on a en train de dire que, bon, le rôle d'un policier, c'est celui qui se laisse tuer, brûler, quand il a affaire à des hordes déchaînées de voyous, de criminels. De laisser faire des hommes. Non, il faut laisser que la ville brûle. Il faut brûler toute la ville. Vous êtes dans la promotion du terrorisme. L'Union européenne est prise en flagrant délit de terrorisme, de promotion, n'est-ce pas, du terrorisme. L'Union européenne et l'État français sont pris en flagrant délit, n'est-ce pas, d'activités terroristes. Ils sont en train de faire la promotion du terrorisme. Parce qu'on parle de quoi? On parle des forces de maintien de l'ordre. C'est quoi le maintien de l'ordre? Donnez-moi un seul texte international qui condamne ce que font les policiers camerounais. Donnez-moi un seul texte international digne de ce nom, que ce soit les conventions européennes. Parce que venir brandir aux illettrés le prétendu accord de Samoa. Mais que disent les conventions européennes en cas de meurtre, en cas de tentative de renversement de la légalité républicaine, en cas de tentative de renversement de l'État? Que disent les conventions européennes? Ils se taisent là-dessus, mais les choses sont claires. Puisqu'on les voit à l'œuvre dans leur pays, quand il y a des pareilles situations, on les voit à l'œuvre. Et pendant que, dans leur pays, quand on vit ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent les policiers, on les protège, on les défend. C'est ce que fait le vaurien de l'Élysée dans son pays. C'est ce qu'ils font partout en Europe. La figure du policier est même sacralisée. On dit on ne le touche pas, on le protège. Pourquoi? Parce qu'on considère que sans l'action des forces de maintien de l'ordre, il n'y a pas de droit de l'homme, monsieur. Il n'y a pas de liberté. Comment est-ce que vous pouvez avoir liberté d'expression dans un pays où ce que vous dites peut vous coûter votre vie? Mais s'il n'y a pas les forces de sécurité, vous allez faire comment? Y a-t-il pas eu une utilisation arrêtons d'abord là. L'Union européenne et la France sont pris en flagrant délit de promotion du terrorisme. C'est ce qu'ils ont toujours fait. Depuis des années en Afrique, c'est ce qu'ils font. Ils le font au Sahel, ils le font partout. Il faut d'abord s'arrêter là. C'est là où nous dénonçons. C'est là où s'arrête la diplomatie. C'est là où les conventions internationales diplomatiques, le masque tombe. C'est à ce niveau que le masque tombe. C'est-à-dire, lorsque leurs intérêts sont menacés par les dynamiques d'émancipation nationale, n'est-ce pas, par les dynamiques liées à la diversification des partenariats, quand les intérêts sont menacés, n'est-ce pas, par les processus multipolaires qui travaillent le monde, l'Union européenne et la France laissent leur vrai masque, ça tombe. Ce sont des États criminels. Comme l'a dénoncé le général Tchani au Niger. Oui, bien sûr. Ils sont encore pris même dans le sac. Là, ils sont pris même dans... Il faut d'abord s'arrêter là. Ce n'est pas vous qui avez qui les communiqué. Ils se disent, tu n'es pas obligé de parler. Ils se sont assis.
Ils sont raisonnables, ils réfléchissent, ils ont écrit ça, c'est eux qui disent. Ils disent que monsieur, libérez nos terroristes, libérez nos agents. Ils l'ont dit clairement, président. Ils ont Bon, appelé alors, à la libération. et leurs agents ont été pris faisant quoi? Les faits sont graves. Ils étaient dans la maison, ils étaient en train de casser, ils étaient en train de brûler, de saccager, de détruire et de tuer, de menacer la vie des gens. Donc, vous voulez quoi? Ce que l'Union européenne interdit de faire chez eux, la France. Vous voulez qu'on revienne sur comment le volet de l'Élysée a traité les gilets jaunes? On aura l'occasion, président, en prenant la partie... Alors, donc, très bien, donc le constat est d'abord là. Le constat est là. Ils sont pris en flagrant délit. On les a coincés. On te prend main dans le sac. Ça s'appelle le flagrant délit. Quand on vous prend en flagrant délit, c'est pas la même chose que quand on vous prend après coup. Le flagrant délit, c'est quand tu as pris en flagrant délit. Voleur, tu es un voleur, oh voleur, tu es en train de voler. L'Union européenne est prise en flagrant délit de terrorisme, de déstabilisation d'un État souverain. La question est de savoir pourquoi, mais on sait. Avec qui? On sait. Puisqu'ils demandent de libérer leurs agents. Ça ne va pas les pressions qui ont été faites sur le président Cameroun pour libérer M. Marafa. On s'en rappelle, président. Ils sont là qui a dit que non, M. le président libère-le parce que c'est notre agent. Tu sais qu'entre États, il y a quand même des petites conventions, c'est tel que bon, on peut libérer nos agents. Les Américains ont dit non, c'est notre agent. Marafa, il parle de Marafa. Marafa Amidou Yaya, ancien ministre de l'administration Tout territoriale. à fait. Le président Cameroun a subi des pressions. Il a dit non, je ne libère pas. Je ne libère pas parce que vous avez voulu finir avec Julian Assange. Vous avez voulu finir avec Snowden parce que vous avez dit qu'ils ont trahi. Ils sont coupables de trahison, de haute trahison nationale. Comme vous demandez de libérer quelqu'un qui était votre agent et qui travaillait contre son pays. Mais monsieur le président, on a vu ça? Non. Il faut qu'on s'arrête là. Allez-y. Arrêtez-vous là. Ce n'est plus la diplomatie. C'est de la criminalité d'État. Ce sont des voyous. Il ne faut pas avoir peur, ce sont des voyous. Voilà, on a pris un flagrant délit de déstabilisation du Cameroun. À l'État camerounais de tirer les conséquences. Il n'y a plus rien à faire à l'État camerounais de tirer les conséquences. Monsieur le président, toujours dans cette... Donc l'Union européenne a été prise en flagrant délit. Elle a organisé le saccage du Cameroun, brûlé le Cameroun, terrorisé. Tout ce qu'on a vu ici depuis dimanche jusqu'à il y a quelques jours, il y a 1 ou 2 jours, était l'œuvre de l'Union européenne. Comme on dit chez nous, l'ennemi est sorti. Il est sorti de sa cage, il se présente lui-même. Monsieur le président, voilà. L'Union européenne, en particulier, dénonce la violation et l'intégrité physique qui a été menacée. Celle des manifestants qui, selon eux, manifestaient pacifiquement. Bon, Monsieur le Président, est-ce qu'il n'y a pas eu un usage disproportionné de la force par nos forces de maintien de l'ordre? Dans ce cas, la référence c'est quoi? L'Union européenne dit ça à partir de quelle référence? À partir de certaines vidéos aussi. Non, à partir de référence, à partir de l'accord de Samoa, même sur les niveaux, le Cameroun a violé cet accord où? Jouons le jeu. Où est-ce que le Cameroun a violé l'accord de Samoa? Où? Dans l'accord de Samoa trahit l'incohérence du communiqué diplomatique. Où est-ce que le Cameroun l'a violé? Donnez les faits. Déjà énonce des principes, donnez les faits. Est-ce que exprime ta profonde préoccupation face à la répression violente des manifestations qui ont eu lieu le 26-27 octobre 2027? Donnez les faits. Déplore la mort par arme à feu de plusieurs civils. Ça, c'est du babadage pour idiots. Ils n'ont rien à dire, qui ferment leur bouche. Des bandits pris en flagrant délit de vol. De voyous. Donnez des faits. Et ils ne peuvent pas donner des faits. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Qui donne des faits? On peut citer comme ça. Pourquoi on dit que le Cameroun a violé les principes? Qu'on donne des faits. Ils ne peuvent pas donner parce qu'il faudra rappeler à ces voyous de l'Union européenne et de la France ce que Macron a fait pendant la gilet jaune. Pour prendre seulement le cas des gilets jaunes et des récentes manifestations en France. Je ne vais pas revenir sur Gaza. Hein. Je ne vais pas revenir sur des manifestations qui ont été réprimées en France partout. Je ne vais pas revenir. Je ne suis même pas encore là-bas. Je vous dis que l'Union européenne nous donne des faits. Donne des faits. C'est très grave.
C'est-à-dire que c'est très grave. On sort un communiqué, blablabla, un charabia, alignement de phrases creuses, qui n'est étayé par rien. Alors, on dit qu'on a réprimé les manifestations. C'était que manifestation? Les manifestations pacifiques, président Bazakani. Quelle manifestation pacifique? Qu'est-ce qu'une manifestation? Vous ne le dites. Non, une manifestation est différente d'un acte de terrorisme. La question de savoir, avons-nous eu à faire des manifestations ou à des terroristes? Qu'est-ce qui fait la différence avec ce qui se déroule actuellement? Une manifestation n'est pas violente. Une manifestation est faite par des personnes qui ont des revendications claires. Ces revendications s'expriment sur des pancartes, sur des documents, sur des objets qui expriment ce que les gens réclament dans le cadre de la manifestation. Ces hordes-là, ils réclamaient quoi? Attendez, il dit que Tshilombo est président, c'est une revendication? Il criait, il scandait la victoire volée aux élections. C'est ça une revendication. Il dit Tshilombo est président, c'est une revendication, ça? Bon, ce qu'on a pris, quand on demande que Tshilombo est président veut dire quoi? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, mais moi je ne sais pas, hein. Le Cameroun va continuer à faire son... Vraiment que le Camerounais, cette affaire, c'est que si vous avez un grave pour comme nous, là, nous on demande la rupture de la relation avec l'Union Européenne et la France. C'est incroyable. Alors, je dis, mais écoutez donc, moi je vous demande donc, je dépose que savoir, les gens font un charabia, ils comptent des phrases, ils racontent des histoires, blablabla, il n'y a rien. Ce n'est étayé de rien. On a arrêté qui? On l'a pris où? Est-ce qu'ils manifestaient? Ils font pareil avec le terrorisme. Les terroristes font pareil. Vous attrapez un terroriste, on vous dit de le libérer. Parce qu'il est présumé innocent. Pourquoi il est innocent? Il est innocent parce que eux ils considèrent qu'il n'est pas un terroriste. Mais vous l'avez pris en flagrant délit de terrorisme. Non, ce n'est pas un terroriste. Garantissez ses droits. Alors que eux, en France, quand vous prenez avec une arme blanche, on vous tue. Je dis, on vous tue. Vous vous appuyez sur quoi pour le dire? Mais des événements qui est en France. Tous les attentats qui est en France, vous avez vu un procès, on tue. Il n'y a pas de procès parce qu'on tue. Même quand on te prend et qu'on peut même te protéger, on te tue. Il n'y a pas de procès. Ces gens ont été pris en flagrant délit de casse, d'arson. C'est grave, la population doit l'avoir vécu 2 ou 3 jours. C'était des situations extrêmement graves. Vous vous rendez compte que des prétendus défenseurs des droits de l'homme se fichent pas mal de toutes ces victimes, se fichent pas mal des conditions dans lesquelles les Camerounais se sont retrouvés durant ces jours, et tout ce qu'ils ont à faire, c'est de demander à l'État de protéger, de sécuriser ces gens. De ne pas sécuriser la population, mais de sécuriser ces gens. C'est incroyable. Qu'on me démontre à quel niveau le Cameroun a violé l'accord, je veux dire que jouons leur jeu. C'est pas vous qui avez écrit. Ce n'est pas nous de démontrer ça. C'est à l'Union Européenne et à la France. Ceux qui disent que nous avons violé, l'Union Européenne dit de respecter ça. Montrez-nous où le Cameroun n'a pas respecté ça. Si l'État camerounais laisse ces gens-là attaquer les intérêts de l'Union Européenne au Cameroun, si on va brûler les intérêts européens, qu'est-ce qu'ils vont dire? Je vous demande, monsieur, c'est vous qui posez la question, non? Bon, ok. Imaginez donc que ces gens-ci qui ne sont pas manifestants s'attaquent aux intérêts de l'Union Européenne, directement aux intérêts de la France. Imaginez qu'on s'attaque à leurs intérêts, ils auraient dit quoi? Ils auraient écrit leur charabia là. Président Badakani, si vous permettez, nous allons... Donc, c'est un charabia. On va continuer à décortiquer le charabia avant de le déchirer et jeter dans une poubelle. Charabia à l'image de ceux que l'on rédigé. D'accord, président Badakani, nous allons maintenant nous pencher sur les déclarations de la France. Nous avons choisi quelques morceaux choisis que nous allons mettre à votre disposition. La France dit être particulièrement préoccupée par les tensions post-électorales et la répression violente des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours. Plusieurs civils ont perdu la vie par arme à feu et des centaines de personnes ont été blessées. D'après la France appelle les autorités camerounaises à garantir la sécurité et l'intégrité physique de tous les citoyens camerounais. La France continue en disant, la France appelle également... Non, je ne vais plus d'aller pas à pas. Ah d'accord, président, nous allons nous arrêter sur quelque chose de curieux. La France... commencez par la première phrase.
La France du charabia. La France est particulièrement préoccupée. C'est un communiqué, Monsieur le Président. Charabia. C'est un communiqué écrit par des missions diplomatiques ottomans. Vous voulez qu'on leur fasse un cours d'écriture? Ils ne savent même pas écrire. Enfin, ça. Ce sont des Français, président. Et puis ça fait quoi? Il y a longtemps que les Africains appellent nos Français à parler français. Est-ce que les Français savent parler français? La preuve, lisez le communiqué qui est écrit ici. Ce n'est pas un communiqué diplomatique. En diplomatie, on n'écrit pas comme ça. Allez voir les spécialistes. Allez voir les spécialistes. Il y a des codes qu'on écrit. Oui, on n'écrit pas comme rédige un ça. document Bien diplomatique. sûr, c'est parce que c'est un État africain. On n'écrit pas comme ça. Vous voulez que je vous démontre? Allons-y, prenez la première phrase. La France est particulièrement préoccupée par les tensions post-électorales et la répression violente des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours. Plusieurs civils ont perdu la vie par arme à feu et des centaines de personnes ont été blessées. Très bien, arrêtons-nous là. Quand on fait la diplomatie, ça veut dire qu'on n'est pas en colère, on n'est pas fâché, on est sérieux. On est dans un climatiseur, on a bien mangé, on est beau, on est bien. Je dis bien on est en diplomatie. Donc, toutes les conditions sont réunies pour que quand on écrit quelque chose, ça ne soit pas assimilable à l'écriture d'un fou, d'un déréglé mental. Bon, maintenant, lisez. La France est particulièrement préoccupée par les tensions post-électorales et la répression violente des manifestations qui ont lieu ces derniers jours. La France c'est qui? La France c'est quoi? Elle qui? Commençons d'abord par là. Elle qui? La France c'est quoi? C'est qui? Un partenaire fidèle du Cameroun, président. Parce que nous aussi, les Camerounais, on n'est pas préoccupés quand on voit ce qu'il y a en France. Surtout le mouvement des... Attendez, quel est l'état de la France à l'heure actuelle? Quel est l'état de la France actuelle? Quelles sont les performances politiques et sociales du vaurien qu'on appelle Macron? Fortement critiqué par certains hommes politiques. Non, vous êtes trop gentil. On ne sait même pas par où commencer si on va parler de ce monsieur et de son bilan. En tout cas, la majorité des Français veulent sa démission. Bien sûr. Regrettent de l'avoir élu. Considèrent qu'ils ont été possédés. Parce qu'ils sortent ils sortent d'une espèce d'hypnose collective. Et ils se demandent à l'heure actuelle, comment avons-nous fait pour élire un type comme ça? Ils ont été envoûtés. Parce qu'ils se demandent qui est-ce qu'ils ont élu. Il y a un monstre à l'Élysée. Il y a une espèce que personne ne peut définir. On ne sait pas à qui on a affaire. Alors, donc, je vous demande donc, il dit, la France, c'est qui? Un partenaire n'écrit pas comme ça. Un partenaire ne dit pas ça à un autre partenaire. Par la répression violente des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours. Bon, on tombe du ciel, on tombe de nuit. Répression violente des manifestations qui ont eu lieu ces derniers jours. Plusieurs civils ont perdu la vie par arme à feu et des centaines de personnes ont été blessées. C'est ce que ça veut dire, ça? C'est fort, président. Ah oui. Donc, ceux qui écrivent ça ne sont pas des diplomates. Ce sont des terroristes. Ce sont des malades mentaux. Et ça, c'est pas surprenant. Venant d'un monsieur, d'un pays qui est dirigé par quelqu'un qui a nommé un général ambassadeur au Cameroun. Et un lien? Quand vous nommez un général diplomate, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour vous, il n'y a pas de différence entre la diplomatie et la guerre. Un général, ce n'est pas un diplomate. Donc, celui qui est en train de mélanger la diplomatie pour en faire une arme de guerre classique, c'est lui qui peut écrire des choses comme ça. C'est lui qui peut écrire des choses comme ça. Donc quelqu'un dit ça. Ça dit que pour lui, les manifestants sont restés chez eux, on est venu les attraper, on les a tués. Ou alors qu'ils ont marché de façon pacifique et puis on les a arrêtés. Très bien. On a vu des scènes où ces messieurs étaient encadrés par les policiers. Vrai ou faux? Bien sûr. Alors, il ne dit pas que ces gens-là étaient des terroristes. Ils ont commencé à casser, à brûler. Surtout que dans... Il ne dit pas ça. Non, c'est pas. Je vous demande que ce n'est pas la diplomatie. Puisque au moins il devait dire la vérité. Et nous avons dit que ce ne sont pas des manifestations. Qu'est-ce qu'une manifestation? En France, les manifestations, ça veut dire quoi? Des acteurs connus manifestent.
Et ça veut dire que ils sont responsables de ce qu'ils font. Il y a manifestation, quand les manifestants ont décliné l'objet de leur manifestation, et il y a des responsables. Des hordes ne manifestent pas. Mais bon sang, des hordes ne manifestent pas. Parce qu'une horde, personne ne répond de la horde. Personne ne répond. Donc on parle de quelle manifestation? Sauf à nous dire, et c'est ça qui est intéressant cette affaire, même conclusion que l'Union européenne, en fait, le donneur d'ordre était la France. Bien sûr. Il n'y a plus de débat là-dessus. Je ne parle pas de Chiroma. Tout Camerounais sérieux sait maintenant ce qu'il vaut. Parce que quand les patrons sortent du trou, on ne s'occupe pas des sous-fifres et des sous-agents. C'est le patron sort parce que l'agent a échoué. Le patron maintenant sort pour se présenter. Maintenant, nous, on traite avec le patron. Le patron dit, c'est moi qui ai envoyé ces gens dans la rue. Plus ces gens sont dans la rue sans vous dire pourquoi ils manifestent. Ils ne peuvent pas le dire parce que c'était des hordes en fureur. La seule phrase, c'est que Chiroma président. D'accord. Mais c'est ça une manifestation. En France, quand on dit manifestation, ça se passe comme ça? Certainement pas. En France, un parti politique déclare sa manifestation, il manifeste, il est devant. Quand ça chauffe, on dit non. Il y avait l'interlocuteur qui s'est engagé, c'est celui-ci. Ça peut être une association, une ONG, elle répondra de sa manifestation. S'il y a des dégâts, elle va dire que ok, c'est moi qui appelle la manifestation. Il y a des dégâts, je le connais, mais voici notre part dedans. Le reste, ça ne nous regarde pas. Non, ce n'est pas la diplomatie. On est dans de l'ingérence flagrante. On est dans de l'ingérence flagrante. Le bandit vient dire, bon, voici le bandit. Il sera en train de violer un des principes majeurs de la Convention. Il se trompe d'époque. Je vous dis qu'il n'y a plus de diplomatie, donc on n'est plus dans la Convention de Vienne. On n'est plus dans ça. Il se trompe d'époque, et il y a une époque, il venait voler, et quand tu l'attrapes, il te tue, et après il te dit, dis que je n'ai pas volé, je suis venu te civiliser. Dis que je n'ai pas volé, je viens te civiliser. Mais là, il est pris en flagrant délit de vol, mais l'époque n'est plus la même. Monsieur Voilà. le Président. Plusieurs civils ont perdu la vie par arme à feu et des centaines de personnes ont été blessées. Il faut bien comprendre les libérés. Je vous ai dit que c'est un charabia écrit dans le contexte d'un délit, d'un état criminel qui est perdu parce que les actes qu'il est en train de poser, son plan est en train d'échouer. Il est obligé de sortir. Macron et sa diplomatie sont aux abois. Et le chanvre ne va pas les aider ici à retrouver le calme. Le genre de folie, c'est là. Le chanvre ne va pas t'aider à retrouver ton calme. Ça se voit. On leur a vu en France le président massacrer. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Qui parle même? La France, c'est quoi? J'ai dit, la France, c'est incapable. D'abord, que la France cesse d'être une colonie d'Israël. Macron parle aux gens, Macron connaît l'indépendance, Macron connaît ce qu'on appelle la liberté, l'autonomie, lui qui est un bien privé qui appartient au Rothschild et au Christ. Voilà le pays qui nous parle. Un pays où on interdit aux Palestiniens de marcher, on donne les ordres. Macron, il pisse dans son pantalon quand il a fait un Netanyahou, le président français. La France a une diplomatie, elle était où à Gaza? Elle était où à Gaza? Qu'est-ce que la France connaît ce qu'on appelle le droit de l'homme? On n'est pas payé le droit de l'homme parce qu'on dit qu'en 1789, nous avons écrit des principes. Ça fait rire. C'est pas ça être la partie des droits de l'homme. Les gilets jaunes, le Covid. On leur a vu se faire massacrer en Nantes. Gilets jaunes, Covid, récemment, quoi, les manifestations qu'il y a eu avant sa fameuse réforme de retraite, etc. Mais voilà, cet État est en capacité de nous parler. On a même vu les manifestations pour sa démission présidentielle. Je vous dis que ce monsieur, cet État-là, est en capacité de nous parler. Non. Et on comprend donc que le délit des dirigeants français, quand il n'y a pas de chambre à fumer, se traduit par ce type de charabia qu'on écrit pour raconter tout et n'importe quoi. Ça n'a pas de sens. C'est même pas recevable. Ça, c'est même pas recevable. Monsieur le Président, toujours dans ce même siège, la France a appelé les autorités camerounaises à garantir d'abord la sécurité et l'intégrité physique de tous les citoyens camerounais. Est-ce qu'il n'y a pas là une forme de souci au regard de ce qu'ils ont qualifié des violences post-électorales? Vous savez ce qu'on appelle la cohérence d'un texte. Ce qui est dit en haut
contredit ce qui est dit en bas. Voilà vos diplomates. Bon, c'est pas surprenant. Bon, il n'y a pas de chambre indien sur la table. Hein. Ce qui est dit là, ça contredit ce qui est dit en haut. Donc c'est un charabia. Donc, comment l'État va garantir la sécurité, l'intégrité physique de tous les citoyens camerounais, y compris donc ceux qui ont subi les casses, ceux qui ont subi le feu, ceux qu'on a failli tuer. Comment on va faire? Ça s'appelle dire une chose et son contraire. Diplomatie française. Et M. Macron, président de la France. Ils ont écrit, hein? Ils ont réfléchi pour écrire. Mais vaut rien. C'est comme ça, quand des bandits sont pris en flagrant délit. C'est comme ça. Quand on est pris en flagrant délit, on devient fou, on écrit n'importe quoi. Je vous ai dit que c'est l'Union européenne et la France sont les donneurs d'ordre de tout ça. Maintenant, moi je suis un homme heureux, hein, mais ce n'est pas encore le temps. On va finir. Je vais vous dire pourquoi je suis heureux. Je suis un homme très heureux. Allons-y. Voilà. Hein? Comment donc on peut dire, comment les autorités camerounaises vont garantir la sécurité et l'intégrité physique de tous les citoyens camerounais? C'est très facile d'écrire ça quand on a dit à ces ressortissants de quitter le Cameroun quelques jours avant, non? Voilà vos partenaires, non? C'est un partenaire, non? Ça démontre la nature de ce partenariat. Donc, félicitons d'abord, je reviens là-dessus, parce que c'est important de insister là-dessus. Le fait pour la France de demander à tous les ressortissants de quitter le Cameroun et de revenir après. On va y revenir, parce que c'est ça la nature même de ce partenariat. On va voir ça. Donc, continuons le charabia. Bien sûr, Président Malaka, nous allons prendre les deux parties restantes au vu du temps qui nous reste. La France appelle également tous les acteurs à la retenue et à un dialogue constructif permettant de ramener la paix, la sécurité et la sérénité au peuple camerounais. À ce titre... Sans commentaire, non? Sans commentaire, Président. Donc, quand il parlait de charabia, ce n'est pas une insulte. Je vous dis qu'ils ne savent pas écrire. Vous croyez qu'ils savent écrire? C'est-à-dire que ce qui est bon avec les Africains, c'est que quand maintenant on veut apprendre, on dépasse même nos maîtres, ceux qui nous ont appris ça. C'est-à-dire que les Africains sont même plus diplomates que les Occidentaux en matière de convention de biens. Parce qu'un sauvage ne peut pas être un diplomate. Les Occidentaux sont des violents. Les Occidentaux sont des États barbares, ce sont des anciens colons. Ils ont été esclavagisés, ils ne peuvent pas faire de diplomatie. Il faut la diplomatie avec toi, qu'elle a fini de te finir. Si quand tu es debout, tu es sûr de toi, les dirigeants occidentaux sont complexés. Ils sont complexés devant tout homme, tout dirigeant étranger qui est sûr de lui. C'est tout ça, hein? Je répète, les dirigeants occidentaux, particulièrement français, européens et américains, sont complexés, ils sont perdus quand ils trouvent un dirigeant non européen, non européen, qui est sûr de lui, qui comprend où est l'intérêt de leur peuple. Il est bien fou, ils sont perdus. Ils font comme si on les a drogués, ils perdent le nom, ils sont perdus. Ils ne savent pas. Ils savent causer entre eux, mais ils sont perdus, je vous dis, ils sont perdus. Donc en la matière, il y a longtemps que nous maîtrisons la diplomatie plus que. Je vous dis, il y a inversion. Il y a inversion, c'est comme ça qu'ils ne savent même plus écrire. Voilà le document d'un État qui est un des plus vieux États en matière de tradition diplomatique. Voilà ce qu'on écrit. Ça fait combien d'années que la France fait dans la diplomatie? Ça fait combien d'années? Pour vous écrire ça. Charabia. Ça dit même dans... Vous mettez ça au WC, le WC rejette. Vous jetez ça dans le WC va rejeter ça. Tellement c'est plus sale même que l'intérieur du WC. Voilà ce que vaut l'État français au XXIe siècle. Voilà l'idée qu'elle se fait des relations qu'elle peut avoir avec l'État africain. Continue. Président Malaka, c'est incroyable. Nous allons prendre la dernière partie. Ah oui. Selon les déclarations de la France. À ce titre, il nous paraît essentiel que la démocratie, les libertés fondamentales et l'état de droit soient scrupuleusement respectés et que toutes les personnes détenues arbitrairement depuis le début du processus électoral soient libérées afin de préserver la cohérence nationale. Président Malaka, est-ce une menace, Président? Non, fermons d'abord notre nez. On ferme le nez d'abord, parce que sinon on va étouffer. C'est nauséabond tout ce qu'ils ont écrit là. Nauséabond.
Président, ça a l'air d'une menace, président. C'est une autre non, menace qui. C'est parce que quelqu'un. La France veut menacer le Cameroun. Menacer qui? C'est menace de quoi? Non. C'est nous avons parce que on ne sait même pas. C'est-à-dire, la puanteur a dépassé les limites. On ferme seulement le nez d'abord pour ne pas étouffer. Parce que. Président, c'est pas un peu fort là. Vous parlez là d'un pays qui a une longue tradition diplomatique et à vous entendre, avec des diplomates aussi chevronnés, au regard de cette tradition, vous dites que tout ce qu'elle a écrit, c'est un charabia et c'est nauséabond. C'est vous qui avez écrit. C'est vous qui avez écrit. Ils étaient obligés d'écrire. Ce n'est pas une autre des services diplomatiques français. Bon. Maintenant que nous avons respiré un peu, on va essayer de parler encore. Et si on délit, voilà. Toute personne détenue arbitrairement. Bon. Depuis le début du processus. Attendez, madame Djengele. Ouais. Je sais que nous sommes des Français. Parce qu'on parle français. On va pas à pas. Bon. Ces personnes sont détenues arbitrairement par rapport à quoi? Par rapport à qui? Je vous dis que ça n'a même pas le niveau d'un texte diplomatique digne de son nom. Vous êtes au départ, non? Parce que vous, les Africains, vous ne prenez pas autant de voir que celui qui est en face de vous est un idiot, est bête, et qu'il faut lui apprendre certaines choses, qu'il prétend connaître et maîtriser. Parce que vous partez sur un processus, sur un préjugé qui est que non, ce sont les Français, ils maîtrisent les choses. Ils ne maîtrisent rien. L'État français, c'est un État sauvage. Vous avez oublié qui sont, c'est ce qu'ils vous ont fait et qu'ils n'ont pas changé. C'est un État normal écrit les choses comme ça. Mais ces gars-là, quand ils sont pas... Ça, c'est le coup de la drogue. Ils sont sur le coup du non fumer le champ. Ça ne va pas. Il y a un problème. Je vous dis, voilà ce que la France a écrit. Donc, les personnes détenues arbitrairement. Sur la base de quoi? C'est la France qui fait les enquêtes. Parce que pour la France, vous n'avez pas de système judiciaire. À l'heure où en France, la mise en prison d'un ancien président est en train de soulever le débat sur la nature du système judiciaire français. Voilà ce qu'on vous écrit. Il vous écrit, vous n'avez pas le système judiciaire. Donc dès que quelqu'un est en prison au Cameroun, forcément c'est arbitraire. Mais si on prend un Camerounais qui a eu un problème avec un Français, on l'enferme. Ils vont écrire ça. Est-ce qu'ils vont écrire ça? Évidemment parce que ils ont des clauses spéciales qu'on leur a données, ils ont des dérogations sur lesquelles ils aiment s'appuyer. Quand ils sont chevaux, quand ils posent des actes, ça devient des actes diplomatiques. Dès qu'un Français fait quelque chose, on veut le corriger, ça devient un problème diplomatique. Non, je vous dis, voilà ce qu'un État écrit. Détenu arbitrairement depuis le début du processus électoral soit libéré afin de préserver la cohésion nationale. Qui est-ce qu'on a arrêté de manière arbitraire? Est-ce que ça démontre une sorte de relation entre les personnes interpellées et la France? Vous êtes encore à ce niveau. Vous jouez la journaliste. Quand tu changes la journaliste, le débat est clos. J'ai dit que la France est prise en flagrant. Moi, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici un homme heureux, mais je dis que vers la fin, moi, je vous dis pourquoi moi je suis heureux. Le débat est clos. C'est la France qui est derrière tout ça. Le débat est clos. Elle vient vous dire que c'est moi. Elle vient vous dire que c'est vous. Je viens d'avouer. L'État camerounais doit tirer toutes les conséquences. Ailleurs, on ne traîne pas. Je dis bien ailleurs, c'est la rupture des relations diplomatiques. Monsieur le Président, voilà. Nous allons donc poursuivre. Alors, oui, allez-y. Avec votre permission, bien sûr. Allez-y. Je suis encore en train de m'amuser. Je n'ai pas encore commencé à entrer dans le fond. Parce que je vais rappeler des précédents, des antécédents. Allons-y. Monsieur le Président, toujours dans ce même sillage, il y a les soutiens de M. Tiroma Bakary au regard de leur alliance qu'ils ont eue avec le MRC, parce qu'on regarde des soutiens des anciens cadres du MRC, d'abord sur les réseaux sociaux. Toute cette infrastructure a été transférée pour le compte du candidat Issa Tiroma, ont toujours présenté le président Paul Biya comme un pion de la France lors de cette élection présidentielle. Et dès lors, avec cette déclaration diplomatique, notamment de l'Union européenne de la France, vous avez dit que ça vient contredire tout cela
qui le pensaient. Au regard donc de ceci, qu'avez-vous donc à dire à tous ceux-là qui ont dit que le président Paul Biya n'est pas panafricaniste? C'est-à-dire que le débat que ça pose là est simple. C'est la nature de leur position à l'heure actuelle. C'est-à-dire que quand on voit tout ceci, et on voit leur position, il y a une chose, il y a pas, l'une chose, de deux choses ou l'une. Soit la France les a directement envoyés, ils font partie de la grande campagne, c'est-à-dire ce sont les influenceurs à l'apparence panafricaniste, soit la France les a envoyés, soit ils retirent leur position actuelle sur cette crise. C'est là où on est. N'allons pas loin, c'est ça, c'est élémentaire. Il y a longtemps que j'ai indiqué que la France a créé plein de faux panafricanistes pour infiltrer le mouvement panafricaniste. J'avais dit que je ne donnais pas les noms et que le temps devait faire le travail. On y est. On y est. Il y en a même qui veulent jouer. C'est-à-dire qu'ils veulent être neutres entre Tchiroma et le président Biya. C'est-à-dire, il y en a même qui comptabilisent les mandats et font les comparaisons de durée de mandat au pouvoir. Oh, c'est très bien. C'est-à-dire que la clarification est claire. Oh, besoin de citer les noms. C'est clair. Il y en a qui ont dit que c'est une révolution de couleur et qu'ils soutiennent ça, que les Camerounais sont en train de faire leur révolution. On a bien vu, ils ont bien vu les Camerounais, non? Ils ont bien vu comment le peuple camerounais a accompagné les casseurs. Ils voient comment les casseurs sont très populaires au Cameroun. Je vous ai dit que les choses seront que ça se voit. Le commentaire, on voit très bien que ces gens travaillent pour la France. Ils roulent pour la France, il n'y a même pas de débat. Ils roulent pour la France. Les gens ne se sont pas trompés. Non. Non. Il y a trop d'antécédents pour qu'on pense que c'est une erreur d'analyse. Ça peut arriver à tout le monde de faire une erreur d'analyse, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc si le président Paul Biya était un pion de la France se serait empressé de le féliciter. Allez demander aux gens, allez demander à ceux qui disent qu'il est un pion de la France. Est-ce que moi il vous ai dit que Paul Biya c'est un pion de la France? Pourquoi me poser la question? Est-ce que je vais passer ma vie à expliquer les mêmes choses? Allez demander à ceux qui disent qu'il est un pion, c'est à eux maintenant de venir parler ici. C'est à eux de parler ici. C'est pas à moi d'expliquer. C'est pas à moi. Moi ici cohérent, j'ai parlé depuis le président Biya. Je bouge pas, je les regarde. Je les regarde. Donc, ce n'est pas de ma faute si les gens sont en retard sur des faits. Et ce n'est pas de ma faute si aujourd'hui, ils sont des sous-agents de bas niveau du délit diplomatique de la France, tel que ça se manifeste dans les charabia que vous appelez communiqués de la France. Donc les faux panafricanistes sont pris main dans le sac. Président Balakani. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Président Balakani, parlant de ceux qui ont soutenu ces casses qui avaient été annoncés comme étant des marches pacifiques, comme vous avez dit, ils l'ont qualifié de mouvement de couleur et qui soutenaient ça parce que ça participait à la revendication. Mais on a plutôt assisté à autre chose qu'une marche pacifique. Nous avons assisté aux casses, au vol, à la destruction des biens de citoyens camerounais. Mais comment comprendre ce renversement de situation où une marche pacifique se transforme en vol, en opération de pillage, en opération de vandalisme? Ben, vous ne comprenez pas ça si vous oubliez tout ce qu'il y a eu en amont, c'est le travail qu'il y a eu en amont. Les forces de sécurité n'ont pas cessé depuis des semaines avant l'élection présidentielle de démanteler les caches d'armes, de démanteler les réseaux. Donc, après un tel travail, ces réseaux-là sont aux abois, mais comme on ne peut plus rentrer en arrière, le nouveau leader de l'opposition camerounaise avait lancé le mot d'ordre pour rentrer en arrière. Donc, dans le désarroi, c'est celui dormant qui est obligé de se lancer. Ou le mouvement n'a pas dit. Non, il est obligé de se lancer parce qu'au départ, c'est la guerre. La France, maintenant qu'elle est sortie elle-même, parce que ce n'est pas nous qui l'avons, elle est venue avouer que c'est elle qui est derrière tout ça, avec l'Union européenne, que c'est nous qui sommes derrière tout ça. Mais le travail qui a été fait en amont par les forces de sécurité les ont mis dans une situation très compliquée. Nous pouvons donc ne plus reculer. Ils se sont lancés. C'est ça qui explique que ces gens-là se transforment en casseurs.
Mais on ne devient pas casseur comme ça. Pour que quelqu'un de normal devienne un casseur, vous savez ce qu'il faut. Il faut le droguer, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Hein? Il faut complètement changer la situation mentale de la personne, le mettre dans un état second pour qu'on voit ce qu'on a vu là. Aller renseigner tous les renseignements, même que ces gens-là étaient dans un état second. La preuve, quand ils sont arrêtés, vous voulez regarder, ce sont plus... La différence est nette. Et surtout qu'ils sont décrits comme étant majoritairement des étrangers en situation illégale. Voilà. Et aussi, Président Balakani, avant de vivre cette casse qui se sont multipliées, nous avons vécu l'arrestation de certaines personnes qui étaient pourtant qualifiées comme des figures importantes de la scène politique camerounaise. On peut donc comprendre véritablement ce que vous indiquez comme étant l'échec d'un mouvement qui était annoncé comme étant une réelle guerre entre certaines figures douteuses et le Cameroun. Parce que nous avons assisté à l'arrestation des personnes en possession d'armes à feu, en possession de tenues militaires, de tenues de police et autres. Le débat là, il est même plus important. À partir du moment où le donneur d'ordre est sorti de son trou, nous on ne parle plus de Chiroma, c'est fini. On ne parle plus de ces gens-là. Le patron est sorti lui-même. Le patron est sorti pour dire que me voici. Ça veut dire qu'on est passé à un autre niveau. Et ça vient concrétiser les conséquences qui attendent M. Chiroma dans les jours à venir. Bon, si vous voulez continuer à le citer, citez-le. Moi, je vous dis que pour l'instant, la France, l'Union européenne, me dit que c'est nous qui avons organisé tout ça. À partir de ce moment-là, parler de M. Chiroma, c'est perdre du temps. C'est perdre du temps. Il n'est qu'un joueur, il n'est qu'un petit agent. Voilà. Un petit agent. Monsieur le Président, toujours relance sur cette question. Donc c'est important parce que la dynamique, la systématisation de ces actes terroristes et la ramification, la manière dont ils sont organisés, on comprend aujourd'hui qu'il n'y avait que la France et l'Union européenne pour fournir telle technologie du chaos à ces gens-là. Bien sûr. Parlons donc de technologie du chaos, Monsieur le Président. La majeure partie vous êtes quelqu'un qui est en train d'accuser la France et l'Union européenne. Je dis que c'est la France et l'Union européenne, je ne le dis pas seulement. Ce sont des accusations graves. Je ne l'accuse pas. Elles viennent elles-mêmes dire que c'est nous. C'est ça leur déclaration. Si vous ne pouvez pas faire déjà ce constat, je ne sais pas ce qu'on fait ici. Voilà, c'est ça. Et ça explique le charabia, la nature charabiaïque, permettez-moi de parler comme ça. La nature charabiaïque de leur communauté, parce qu'ils sont dans l'impact, ils sont aux abois, le crime n'a pas été parfait, ils sont pris dans le sac, ça explique qu'ils ne savent même plus écrire un communiqué diplomatique. Quand même. Parlons donc, on est là, on est à ce niveau-là. Parlons donc, si ce n'est plus de la diplomatie, c'est une guerre larvée, Monsieur le Président. Non, pas guerre larvée. Vous êtes journaliste, vous êtes des Camerounais. Hein. Quelle guerre larvée? On est en guerre. Le Cameroun a été attaqué. L'Union européenne et la France ont attaqué le Cameroun en instrumentalisant des petits valets locaux. Alors, ceux qui voulaient encore rester à se focaliser sur les valeurs locaux, le débat est clos, puisque les deux patrons sont sortis. Et ils ont fait des communiqués qui sont c'est-à-dire des aveux clairs à Mondovision. Parce qu'ils prennent parti ouvertement pour les casseurs et les terroristes. Et ils s'en fichent des victimes. Leur réaction aurait été contraire si on avait attaqué, si c'était les Français, les Européens qui avaient été attaqués. Ils ont demandé à la police de se garantir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils protègent plutôt ceux qu'on a attrapés en flagrant délit de terrorisme. Ça vous dit rien? Vous voulez qu'un débat? C'est comme ça qu'ils procèdent au Mali, au Burkina, partout ils opèrent, c'est comme ça. Ils protègent les truands, ils protègent les terroristes hein, devant les États qui sont en train de faire le travail régalien de leurs États. C'est ce qu'il s'agit. Parlons donc des donneurs d'ordre. Nous avons remarqué que dans les réseaux sociaux, il y a certaines figures très très connues qui donnaient des ordres via l'étranger. Nous ne voulons pas citer les noms ici. Qui donnent des ordres. Qui donnent des ordres via l'étranger. Nous ne voulons pas citer les noms ici. Certains, tous ceux qui ont suivi cette actualité politique les connaissent. On ne fait pas l'honneur. Comment comprendre donc qu'ils donnent des ordres étant en France, mais ils ne sont pas inquiétés? Vous voulez comprendre quoi? Il n'y a rien à comprendre. Je dis que la France et l'Union européenne ont attaqué le Cameroun. Ils hébergent sur leur sol et protègent des terroristes qui attaquent le Cameroun, qui donnent des ordres de l'étranger, qui appellent au meurtre à partir de l'étranger, qui ciblent les Camerounais à partir de l'étranger et disent à leurs agents locaux en interne, allez les tuer, allez brûler leur maison, le débat est clos, les faits sont là. Ces faits sont très nombreux. On appelle ça quoi? Élément aggravant. Élément aggravant. Que dans le communiqué de l'Union européenne et de la France, on ne parle pas de ces gens.
Je vous mets au défi. Vous avez déjà entendu un seul jour depuis 15 ans un panafricaniste vrai appeler à un seul acte qui puisse nuire à la vie publique en France? Vous avez déjà entendu depuis que nous 15 ans, c'est parce qu'on ne peut pas le faire. Ah, parce qu'on a peur de la France. Non, c'est parce que le type de moyen de lutte que nous avons choisi est ce qu'il est. On a décidé que l'ennemi va se présenter dans toute sa laideur. On ne lui donnera aucun argument. Est-ce que vous avez vu un seul panafricaniste appeler à des Camerounais, appeler à poser un acte qui puisse nuire à un Français en France, à l'État français en France, en Afrique? Ça fait 15 ans. Jamais nous n'avons appelé à poser un seul acte ici en Afrique de manière qui puisse nuire à un Français. Même aux intérêts français. Ah, je vois vous arrêter. Il faut que je rappelle ça. Par contre, qu'est-ce qu'on voit? Depuis le territoire français et européen, des Camerounais appellent à détruire leur pays, à tuer des responsables camerounais, à brûler la maison de citoyens camerounais, à assassiner des Camerounais. Et ils sont protégés par l'État français et l'Union européenne. Vous voulez quel genre de preuves? Les panafricanistes là veulent quel genre de preuves? Oh, ça s'appelle élément aggravant, ça s'aggrave simplement. Je vous dis que le débat là est clos. À l'État camerounais de tirer les conséquences. Nous, on ne débat plus de ça. C'est-à-dire que l'État camerounais doit tirer les conséquences. Parlant de l'État camerounais, président Banakania, alors que nous abordons déjà la fin de cette interview, d'après ce que vous avez décrit comme étant de l'ingérence, ce que vous avez décrit comme étant une violation flagrante de la souveraineté de l'État du Cameroun, qu'est-ce qu'on doit attendre de l'État du Cameroun après le comportement de la France, à travers même leur déclaration? C'est trop grave. C'est trop grave. À partir du moment où des États, la France et l'Union européenne, organisent sur leur territoire une dynamique de destruction de l'État du Cameroun, ça veut dire que la France a déclaré la guerre au Cameroun, c'est tout. On tire les conséquences. C'est la rupture des relations diplomatiques. Et non une complaisance diplomatique, président? Je ne sais pas s'ils sont complaisants, mais je dis, c'est que vous me posez des questions, je vous réponds. Monsieur le Président, nous abordons dans la dernière question de cette émission concernant le débat que vous avez posé lors de cette élection présidentielle. Vous avez parlé des réalités, des vrais enjeux de cette élection. Vous avez parlé du président Biya face à lui-même, vous avez parlé de M. Kamto, de M. Chiroma qui étaient des sous-agents de la France, vous avez exposé tous les enjeux liés à cette élection présidentielle. Monsieur le Président, sans trahir le secret de votre avant-gardisme, quels sont les éléments nouveaux qui vous confortent dans votre position que la situation camerounaise a un sens, ou va dans un sens, tel que les panafricanistes le mènent? Avant de vous répondre, je voudrais, alors que nous avons démontré que d'abord l'État français n'est pas en capacité d'écrire un document diplomatique, nous avons démontré que l'État français et l'Union européenne sont en incapacité d'écrire un document digne d'être appelé document diplomatique. 1. 2. Cette situation d'incapacité n'est pas le fait du hasard. C'est parce qu'ils sont pris en flagrant délit. C'est-à-dire, chaque voleur qu'on prend en flagrant délit panique. Bien sûr. Paie le Nord. Donc on a pris en flagrant délit et ils ne sont pas en capacité donc de rédiger un document diplomatique digne de ce nom face à l'État du Cameroun. C'est d'abord ça que ça montre. Donc on a affaire à des gens qui ne peuvent plus rédiger un document diplomatique. Deuxièmement, ils sont pris en flagrant délit d'incitation, d'encouragement, d'organisation terroriste, de destruction de l'État du Cameroun. Bref, ils ont déclaré la guerre à l'État du Cameroun. Ils sont pris en flagrant délit. Et ça avant même les élections. Attention. Avant les élections, pendant les élections et après les élections. L'homme qui est devant vous vous a dit depuis le 12 que le Cameroun est en guerre. Je vous le dis. Et bien avant. Ce n'est pas une affaire d'élection. Le Cameroun est en guerre parce que depuis longtemps je dis que si quelqu'un met de côté cette réalité massive, il est contre le Cameroun. Le débat c'est qu'on n'a pas fait une élection, on n'a pas fait la guerre. Sous le prétexte d'une élection. Vous avez tout compris.
Voilà, maintenant, avant de vous demander le sens, quelle est ma conviction par rapport à ça? Je veux donc revenir maintenant. Parlons de l'État français. C'est incroyable. L'État français terroriste veut donner des leçons à l'État du Cameroun. Rappelons-nous le comportement de la France face au mouvement de libération nationale camerounais. Déjà dès les années 55. Quel a été le comportement de l'État français? De massacrer, tuer, de génocider quasiment. Maintenant, après l'indépendance, comment la France et M. Aïdjo se sont comportés devant ce mouvement? Qui a imposé les ordonnances d'exception au Cameroun? C'est la France. C'est quand même extraordinaire. Donc la France, c'est ce qu'on appelle le droit de l'homme, la France. On peut tuer donc en masse, massacrer en masse, quand on a affaire à des mouvements de libération nationale, quand on a affaire à des panafricanistes, on peut réprimer, on peut tuer comme on veut en masse. Mais quand un État défend l'intégrité de son territoire, quand un État se bat pour être conforme aux principes de l'ONU, qui concerne l'égalité souveraine des nations, quand un État se bat pour qu'il y ait de vraies élections dans son pays, qu'est-ce que vous observez? La France protège les terroristes, la France encourage les casses, la violence dans tous ces niveaux, le terrorisme, la France encourage ça. Troisièmement, ça retenir, tout ce qu'elle encourage chez vous, elle interdit ça chez elle. Bien sûr. Aucun Français ne peut faire ce qu'on a vu là. Et on vient opposer à l'État français les droits de l'homme et la liberté d'expression. En France, quand on fait ce qu'on a fait là, on vous tue, il n'y a pas de procès, on tue. Vous me demandez le sens? D'où vient ma conviction? Ce sens-là, je vais encore l'expliquer à qui? C'est vous demandez là, le sens de là où va au Cameroun. Je vais le dire à qui? À vos politiques, vos hommes politiques. Vous en avez encore dans ce pays? Le débat, il est là. Voilà une élection présidentielle qui est passée. Voilà là où on arrive. Où sont vos hommes politiques? Donc, il faut qu'on sait d'abord avec qui on va faire. Le niveau de débat, il est là. Vous voyez comment tout processus électoral n'a rien à voir avec les enjeux essentiels d'un pays. Bon, je salue la réaction d'un candidat qui a condamné ça. Il faut être honnête, je salue le candidat du PUS. J'ai lu, c'est bien. C'est bien, et encore, je suis gentil. Vous voyez le décalage qu'il y a entre l'élection et ce qui est en train de se jouer. C'est clair que le Cameroun traverse un moment très important. Et la France vous démontre que quand elle vous dit élection, c'est vous placer un pion à la tête de votre État. Bien sûr. Quand ça échoue, elle organise les casses. Elle libère ses ordres de voyous et de criminels pour tuer, détruire et casser. Afin de placer son pion au pouvoir, à défaut de le placer, imposer un dialogue, c'est ce qu'ils vous ont dit, qu'ils appellent le dialogue, non? Pour qu'il y ait la préservation de la cohésion. Constructif. Et pour qu'il y ait la préservation de la cohésion sociale. Chantage. D'un État sauvageon, chantage. Que bon, si vous ne dialoguez pas, on va continuer à financer les casses, on va continuer à encourager la casse dans votre pays. Tous les Camerounais, à partir de ce moment-ci, devraient se rassembler immédiatement derrière l'État pour engager la guerre contre la France. Donc la France vient elle-même de clore le débat politique. C'est terminé, c'est fini. Elle vient de vous dire que c'est moi, évidemment, avec l'Union européenne, l'Union européenne, mon œil, elle vient de vous dire que voilà les enjeux. Ah, je vous ai toujours dit, vous dire que c'est un homme heureux. Et pourquoi vous êtes un homme heureux, président?
Oh. Vous savez, les gens ont toujours voulu dire que le débat politique au Cameroun n'a rien à voir avec la France. Non, il ne justifie tout par la France. C'est la gouvernance, la gouvernance. Et que vous voulez caler dans le fait de la colonisation. Ça fait longtemps la France... Oui, que c'est le victimisme. Il reprend les mots du vaurien, M. Mbembe, qui a déclaré la guerre au Cameroun. M. Mbembe a déclaré la guerre au Cameroun. Ces personnes rendront-ils compte? On ne peut pas attaquer le Cameroun sans recevoir la conséquence. Tenez-le pour dire. On ne peut pas attaquer le Cameroun et rester sans corps et ne pas voir les conséquences. Bembe le payera. Voilà donc, voilà donc le lauréat des prix. Donc pour le compte, M. Macron a demandé. Tout ça n'est pas cohérent maintenant. Vous ne voyez pas les liens? Mais qu'est-ce que nous disait avant les élections? Non, il accuse la femme partout, marcher comme ça. Bon, maintenant qu'elle-même vient vous dire que c'est moi. Maintenant, la femme dit que c'est moi. Maintenant, vous allez me dire que bon, tu as dit, on ne te voit pas, on refuse que c'est toi. Vous allez libre de faire ça. Mais elle a dit que c'est moi, elle n'a pas dit c'est moi, nous voici, devant vous. Devant vous. Donc, le sens de l'événement est clair. Je vous ai dit que le problème national camerounais, c'est la France. Vous allez tourner, monter, c'est la France. Ça tourne autour de là, c'est la France. Si un pays que vous appelez pays ami, partenaire, peut arriver à ce niveau, où elle finance, organise la casse dans votre pays, la terreur, comme ça, se cachant derrière les élections, et vous restez comme ça, vous ne dites rien, il faut se poser la question de savoir, est-ce qu'au Cameroun on fait la politique? Il y a longtemps, je vous ai dit, les conditions de la politique ne sont pas réunies chez nous. Vous êtes dit ça. Vous dites que non, c'est réuni. Et quand vous commencez, on vous montre que vous êtes dans la pré-politique. Moi, on peut faire clair. Moi, je dis, ça équivaut, ça devrait entraîner la rupture des relations diplomatiques entre le Cameroun et la France avec l'Union européenne. Les choses sont claires. Pour sortir président, qu'est-ce que vous avez à dire avant de clôturer cette interview? Aucune force au monde. Aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Le Cameroun est trop grand pour la France. Le Cameroun est trop grand pour l'Union européenne. Et avant de vouloir parler avec le Cameroun, il faut qu'ils apprennent à rédiger un document diplomatique. Si ça ne savent pas le faire, les diplomates camerounais peuvent les aider à le faire. Merci, Monsieur le Président, pour ces quasiment 2 heures de temps d'émission, pour cette édition spéciale, consacrée une fois de plus à l'élection présidentielle, mais également à la sortie de la France et de l'Union européenne pour faire la guerre au Cameroun. Et de manière brève, nous allons revenir sur quelques propos phares. Vous avez dit que la France a été prise en flagrant délit de guerre contre le Cameroun, avant, pendant et après les élections. Et vous avez dit également que le Cameroun est en guerre et que nous n'avons pas affaire à une élection. Troisièmement, vous avez indiqué que ce qui se passe chez nous, ou alors ce que la France encourage chez nous, elle l'interdit chez elle. Vous avez poursuivi en disant que quand la France parle d'élection, c'est pour placer son pion au pouvoir, et dès lors que ça ne marche pas, elle oppose un chantage. Et vous avez dit que tous les Camerounais donc devraient se rassembler derrière leur État pour faire la guerre à la France. Et vous avez indiqué qu'on ne peut pas attaquer le Cameroun sans conséquence. Et pour vous, le sens des événements, c'est que le problème national camerounais, c'est la France. Donc, la rupture diplomatique est la voie à suivre. Et pour vous, et enfin, le Cameroun est trop grand pour la France et que s'ils ne savent pas écrire un document diplomatique, qu'ils rencontrent les diplomates camerounais qui vont le leur apprendre. Merci, Monsieur le Président, une fois de plus, d'avoir honoré cette invitation. Merci à Madame Charlotte Djengele de m'avoir accompagné dans le cadre de cette réalisation. Nous en remercions à toute l'équipe technique. Nous en remercions à tous les internautes, à tous ceux-là qui nous suivent dans le monde. Et une fois de plus, aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun.